Citez-moi un meilleur duo actuellement que Martin Scorsese et les films de gangsters. The Irishman. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Dans The Irishman, nous suivons l'aventure gangster de Frank Sheeran, interprété par Robert De Niro. On va partir de ses débuts dans ce milieu jusqu'à la fin de sa vie. Avant de commencer cette critique, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, eBay Club. eBay Club est une application de cashback qui, lorsque vous l'utilisez, vous permet de rembourser un pourcentage de votre achat sur Internet. À chaque achat sur Internet avec eBay Club, vous remplissez votre cagnotte et à partir de 10 € sur la cagnotte, vous pouvez faire un transfert bancaire. C'est un service qui est entièrement gratuit et en utilisant mon lien de parrainage dans la description, vous avez le droit à 5 € gratuits. Pour vous donner un exemple, les taux de cashback sont vraiment impressionnants. Darty 5%, Asos 13%, la Fnac 5%, Sephora 4%, Cdiscount 3% et même Amazon jusqu'à 7%. Adidas, Nike, la liste est longue. En plus de ça, vous avez un testeur de code promo automatique. Dès que vous faites un achat, il y a toujours une case code promotionnel. Et bien, eBay Club va trouver tous les codes disponibles pour votre achat. C'est super simple d'y avoir accès, il faut juste utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Parlons maintenant de The Irishman, l'un des films que j'attends le plus depuis des années, depuis que Netflix a annoncé ce projet. Un budget qui ne fait que dépasser et dépasser les attentes de Netflix. Un film qui utilise une technologie qui est de plus en plus utilisée à l'heure actuelle, mais on va en parler juste après. Mais il faut parler d'une seule grande personne aujourd'hui, c'est Martin Scorsese, l'un des réalisateurs les plus consistants de tous les temps, sûrement l'une des plus grandes légendes du cinéma. Ça fait 50 ans que le mec est absolument incroyable, mais il faut dire une chose extrêmement importante, c'est lorsque vous pensez Martin Scorsese et films de gangsters, vous pensez aux Affranchis, à Casino par exemple. Il faut savoir que Irishman ressemble plus à Silence qu'aux Affranchis. C'est beaucoup moins un film rock'n'roll comme Casino et beaucoup plus un film contemplatif. Il faut aussi savoir que je l'ai vu au cinéma la semaine dernière et oui, je remercie la Pologne de ne pas avoir des lois barbares qui empêchent Netflix de diffuser ce genre de film au cinéma. Et pour tous ceux qui vont me dire qu'ils ont vu The Irishman au cinéma, ça exclut les festivals. En tout cas, j'étais assis 3h30 dans un cinéma, c'était vraiment une expérience incroyable et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse voir ce film au cinéma parce que 3h30, je sais déjà comment vont réagir les gens et ça va me saouler. Les gens vont dire que le film est chiant, le film est pas intéressant et ils vont passer la moitié du film sur leur téléphone. Donc si vous regardez The Irishman, s'il vous plaît, coupez-vous du monde pendant 3h30, pas de téléphone, pas de famille, pas d'amis, rien du tout, comme si vous étiez au cinéma. Essayez de regarder ça sur un vidéoprojecteur, sur une télé, mais si vous pouvez d'une manière ou d'une autre aller le voir au cinéma, faites-le. C'était vraiment l'une des plus belles expériences cinéma de ma vie parce que c'était de une la plus grande, la plus longue en tout cas expérience cinéma de ma vie. Et franchement, voir le trio d'acteurs au cinéma, De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, ça n'a pas de prix. On va évidemment parler de la mise en scène et de l'écriture juste après, mais il faut savoir que c'est Steven Zaylan qui a écrit le scénario du film. Monsieur Zaylan, c'est entre autres La Liste de Schindler, Gangs of New York, donc il a déjà travaillé avec Martin Scorsese et c'est un scénario absolument incroyable. Évidemment, on va revenir sur tout ça juste après. Le truc le plus fascinant à mes yeux, évidemment, ce trio d'acteurs, mais absolument incroyable. Ce sont donc ces trois acteurs-là qui vont jouer durant tout le film et on va les rajeunir constamment. C'est une crainte que beaucoup de personnes ont eue en mode oui, la technologie de rajeunissement est pas parfaite. Il faut savoir que, en effet, la technologie de rajeunissement ne fonctionne pas parfaitement dans ce film, mais je pense que si vous montrez ce film à quelqu'un qui n'y connaît rien, à De Niro ou Al Pacino ou Joe Pesci, ils vont y voir que du feu. Mais pour nous, cinéphiles, c'est vrai que voir De Niro jeune, ça a fait forcément faux, et il y a quelques animations du visage qui sont pas très réalistes, donc la technologie n'est pas parfaite, mais juste, c'est un truc que tu vois au début. La majorité du film utilise cette technologie de rajeunissement, ensuite, tu ne remarques même plus qu'ils sont rajeunis. C'est juste au début, ça fait un petit choc, tu dis ah oui, il y a quelques trucs qui sont pas très bien faits, mais sinon c'est incroyable parce que tu oublies très très vite. Vraiment, en un clin d'œil, t'as oublié qu'ils sont rajeunis. Et en plus de ça, c'est un rajeunissement progressif, du coup ça t'aide à oublier le fait qu'ils sont rajeunis parce qu'ils sont vieillis au fur et à mesure. Tu remarques qu'ils sont rajeunis, mais c'est pas du tout dérangeant. Et je trouve que franchement, pour des acteurs qui ont joué une version jeune d'eux-mêmes, alors oui, des fois tu remarques que Joe Pesci ou De Niro, ils ont un peu du mal avec certains mouvements. Tu vois qu'ils ont plus l'âge de jouer leur propre personne jeune, mais sinon c'est un truc que tu oublies
vraiment très très vite. Donc tous les gens qui avaient un peu peur de cette technique de rajeunissement, de cette technologie et du fait que les acteurs étaient trop vieux pour se jouer eux-mêmes jeunes, franchement au début c'est dérangeant mais après ça passe crème. Et je ne dirais même pas que c'est dérangeant, je dirais juste que ça fait bizarre, mais après t'oublies complètement. Le truc c'est que un casting comme ça, De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, il y avait des choses à faire. Et honnêtement, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Les trois acteurs sont grandioses. Je trouve que pour les trois acteurs, et j'en ai vu beaucoup des films de ces acteurs-là, c'est parmi leurs meilleures performances. Je sens que De Niro va être énormément critiqué, mais alors le dernier acte, le dernier tiers du film, De Niro est magistral. On va en parler en spoiler pourquoi il est magistral, mais c'est l'une des performances les plus pures, les plus honnêtes que j'ai vues depuis des années pour De Niro. Ça m'a rappelé à quel point ce trio d'acteurs-là étaient tous absolument incroyables. Al Pacino, franchement, c'est un show stealer. Chaque scène où il est, c'est sa scène à lui. À son âge, il a encore un charisme, mais vraiment incroyable. Il joue Jimmy Hoffa, un personnage qui est extrêmement important à l'Amérique des années 60. Et vraiment, il a tellement d'énergie, t'as l'impression que le mec a 25 ans. Pour le coup, Al Pacino, il est plein de peps. Il est tellement dynamique, il a un sourire aux lèvres incroyable. Et tu le regardes, tu dis, mais putain, que c'est dommage. Que c'est dommage de voir vraiment les dernières années de ces acteurs-là. Et c'est un peu la grande thématique du film parce que Martin Scorsese, De Niro, Al Pacino, c'est bientôt la fin. Je dis ça de manière un peu lugubre, mais le film traite vraiment de la thématique de la mort et tu vois que Martin Scorsese, il a peur de la mort. Il y a une forme d'acceptation de sa part, mais il a peur de l'héritage qu'il va laisser. Et ce film, en fait, ça pourrait vraiment être son dernier film. D'ailleurs, dans une interview, il a peut-être dit que ça sera son dernier film. Je sais qu'il a un projet de prévu avec DiCaprio, mais franchement, quand tu vois ce film, t'as l'impression que c'est un adieu de Martin Scorsese qui se dit voilà, je finis avec ce qui m'a un peu rendu célèbre, les films de gangsters, et je vous donne vraiment mon film testamentaire, et c'est un peu ce qu'on a eu. Et si c'est le dernier film de Martin Scorsese, il décide d'arrêter de faire des films demain, c'est vraiment l'œuvre à mes yeux parfaite pour dire au revoir. Mais la mort est une thématique qui revient énormément, on en reparlera encore une fois en spoiler. Il y a un vrai rapport à la mort, au regret, à la religion qui revient souvent, et ça c'est des thématiques que Martin Scorsese adore. On connaît tous son rapport à la religion, mais là il y a un apport à la mort qui s'installe de plus en plus durant ses précédents films. Silence aussi, c'était plus concentré sur la foi, mais ça parlait aussi de la mort, et ça se dirige vraiment vers quelque chose qui est plus de l'acceptation et vraiment de l'introspection et de la peur de cette mort. En tout cas, pour revenir aux acteurs, parce que j'ai pas envie de vous déprimer durant cette critique, quand même, ils sont tous absolument incroyables. Joe Pesci est vraiment connu pour être l'acteur qui a la grosse gueule, qui fait que hurler, qui est vraiment l'acteur un peu haut en couleur, et là, il joue vraiment l'opposé, c'est un mec extrêmement calme, réfléchi, et lui aussi, par son regard, par son manque vraiment d'émotion sur son visage, tu comprends les décennies qu'ont vécu son personnage, et c'est vraiment le but du film. C'est vraiment avoir une œuvre épique dans le sens propre du terme, une œuvre qui dure durant des décennies dans ce film, vraiment le temps tu le vois passer à une vitesse incroyable, et la durée est vraiment méritée pour ces 3h30. Donc honnêtement, De Niro, même s'il fait toujours la même tête, avec sa tête un peu grognon, on l'admet. Il faut admettre que dans le dernier tiers du film, pour moi, il a donné la meilleure performance du film. Al Pacino, je vous l'ai dit, énergie, dynamisme, et t'as des scènes juste avec un regard. Il y a une scène dans la bande-annonce où il regarde dans une voiture, bah cette scène-là dans le film, elle est tellement importante, et juste avec ce regard-là, cette petite scène-là, tu vois le jeu d'acteur incroyable de Al Pacino. Au début, j'étais vraiment en mode, ouais, c'est peut-être pas le film qui va être le plus grand niveau performance. Honnêtement, les trois méritent un Oscar. Vraiment, les trois, je sais pas comment ils vont se démerder, mais les trois méritent au moins une nomination à l'Oscar, et il faut que Netflix fasse campagne pour ces Oscars, parce que franchement, là, ils tiennent à mes yeux un film qui va retourner 2019, donc faut vraiment que Netflix fasse campagne pour ces nominations et qui demande des Oscars, mais pour absolument tout. Et c'est ça qui est incroyable, c'est cette vie qui a été racontée sur des décennies, et tu sens vraiment le poids de la vie sur les épaules de De Niro, tu suis son évolution, sa vie de famille qui est aussi très importante dans le film. Évidemment, sur toutes ces thématiques que j'évoquais, j'en parlerai plus en détail en spoiler, parce que c'est vraiment le cœur du film, mais c'est difficile d'en parler sans spoiler. La thématique de la famille, la thématique du pouvoir, où est-ce qu'un homme peut aller, la thématique de l'amitié. Alors franchement, l'amitié de ce trio-là, c'est l'une des plus belles que j'ai vues au cinéma. Al Pacino et De Niro, franchement, t'avais envie de pleurer de bonheur pour eux, parce que c'est juste les meilleurs potes possibles dans ce film. Je m'attendais pas du tout à voir autant de temps à l'écran de Al Pacino, je pensais que c'était un rôle un peu plus secondaire, mais pas du tout, il est vraiment présent. D'ailleurs, c'est sûrement l'acteur qui est le plus présent avec De Niro, et l'amitié qu'ils ont ces deux-là, ce sera une amitié qui va rentrer dans les annales du cinéma. C'est vraiment super touchant, et c'est l'une des plus belles conclusions d'une amitié que j'ai vues depuis des années, quoi. Si on me dit une amitié de cinéma cette année, il y a évidemment celle de Once Upon a Time in Hollywood qui est incroyable, mais celle-là, elle est tellement touchante, tellement
puissante en émotion que pour le coup ces deux-là, mais ils seront inoubliables. Et comme beaucoup de films de gangsters de Martin Scorsese, il y a 1000 personnages, il y a toujours des nouveaux personnages qui interviennent, qui ont tous un but bien spécifique à l'histoire, qui vraiment crée une ambiance très américaine. Parce qu'en plus de ça, c'est un film qui est symbole d'une Amérique des années 60, une Amérique qui évolue durant une présidence de Kennedy qui va marquer un vrai tournant pour l'Amérique. C'est un portrait de l'Amérique un peu lugubre parce que c'est du point de vue des gangsters, mais c'est quand même un portrait de l'Amérique qui est extrêmement bien fait, je trouve, entre la musique, bah alors là, encore une fois, Martin Scorsese et la musique, vous savez très bien, mais vraiment dans les décors, t'es complètement berné par les décors, par les voitures, par les vêtements, par les maquillages des acteurs, par vraiment leur coiffure, vraiment t'oublies complètement que t'es en 2019 et tu passes 3 heures de ta vie dans l'Amérique des années 60, 70 et un peu des années 80 et c'est juste incroyable. C'est pour ça que je dis que c'est un film qui est extrêmement important de voir au cinéma, c'est que je sais que beaucoup de personnes ne vont pas se laisser aller dans cet univers et il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller dans ce délire années 60 et il faut le kiffer à fond. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est la manière dont Martin Scorsese a géré le passage du temps. Tu vois extrêmement bien passer durant tout le long du film. Il y a plein d'événements qui disent voilà, il s'est passé 6 mois là, il s'est passé 1 an là, etc. etc. Et il n'y a jamais à aucun moment un texte en disant 1973, 1977, 1981, 1966. Non, ça n'existe pas. C'est juste des petits détails de mise en scène, c'est juste des petites choses que font les acteurs, c'est juste l'évolution de vieillissement des acteurs, c'est juste les enfants qui grandissent, etc. etc. Donc c'est vraiment extrêmement bien fait. T'as ce passage du temps qui te montre bien, encore une fois, que c'est une vie épique et ça montre bien une amitié qui dure pendant des années parce que pour toi c'est 2 heures, mais pour eux c'est genre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc encore une fois, le rythme du film, alors je ne me suis jamais, mais jamais ennuyé durant ce film. J'ai vraiment pris mes 3h30 dans la gueule, mais à pleine vitesse. Je sais que certains d'entre vous vont s'ennuyer, mais alors moi j'ai passé un moment incroyable durant ces 3h30. Donc pour moi le film est parfaitement bien rythmé, chaque scène est nécessaire dans ce film. Elles ont toutes une importance capitale pour différentes raisons, que ce soit pour développer les personnages, pour développer l'ambiance, pour développer vraiment la conclusion de l'intrigue. Il faut savoir que la dernière heure du film est extrêmement intense. Je savais pas à quoi m'agripper, j'étais en stress total, je savais pas comment ça allait finir, j'étais vraiment scotché à mon fauteuil et les émotions que t'as à la fin, mais t'es juste bouleversé. Moi, c'est le film de l'année qui m'a énormément bouleversé. En tout cas, pour parler un peu de la mise en scène de Martin Scorsese, il y a énormément de plans séquences pour juste montrer des décors sans les personnages. T'as 2 plans séquences dans un hospice par exemple, où on te montre juste la vie de l'hospice et ça a une certaine importance pour l'histoire. Et t'auras exactement le même plan séquence, mais dans un autre univers, un univers un peu plus gangster. Et ça montre vraiment l'évolution de ce personnage, de cet univers gangster à un hospice. Et c'est fort parce que je crois que c'est presque les mêmes mouvements de caméra. Et c'est juste pour te montrer vraiment la différence entre ces deux mondes. Encore une fois, je trouve que Martin Scorsese, il aime beaucoup laisser ses acteurs jouer. Il laisse beaucoup la caméra sur ses acteurs, sur leurs émotions, sur leurs expressions. T'as beaucoup de scènes où tu ne verras que le visage de De Niro et comment il réagit à d'autres personnages dans la pièce. T'as plein de moments qui jouent contre tes attentes, justement. T'as une scène avec des lunettes. Quelqu'un donne des lunettes à quelqu'un et tu penses que c'est pour pas qu'on le voit pleurer. Et au fait, quand il lève ses lunettes, il ne pleure absolument pas, par exemple. Et ensuite, il y a un retournement de situation par rapport à cette scène qui est juste brillant. Il y a plein de détails comme ça qui jouent vraiment sur ta compréhension de l'histoire, qui jouent vraiment sur tes attentes en tant que film, parce que quand tu connais un peu les codes du cinéma, tu t'attends à X et Y chose. Et au final, quand Martin Scorsese se surprend avec ça, bah t'es vraiment content. Et j'aime aussi la brutalité des morts de ce film. C'est vraiment une chose qui a l'air banale à faire, comme beaucoup de films de gangsters, mais là c'est une importance capitale pour le personnage de Robert De Niro, parce que lui, qui est un tueur à gages, aura vraiment une sorte de scène importante à la fin par rapport à justement son travail de tueur à gages. On va élaborer tout ça en spoiler, mais là pour le coup la brutalité des morts impacte directement le personnage principal. Il y a un travail sur les flashbacks, t'as des vraiment bonnes transitions parce que c'est une histoire qui est narrée par le personnage de Robert De Niro. Du coup, vu que c'est lui qui raconte l'histoire, t'auras des flashbacks, des trucs comme ça pour te montrer certaines scènes. C'est moins in your face que des films récents comme Loup de Wall Street ou même Les Affranchis. Il y a quelques petits trucs qui ressemblent à ces films, comme par exemple du texte qui apparaît. T'as beaucoup de personnages qui vont apparaître dans ce film, et à chaque fois il y aura une description avec leur nom, leur prénom, et encore un petit détail un peu sympathique par rapport à eux. Et quand tu remarques un peu le pattern qui revient de plus en plus, tu comprends pourquoi ces textes sont là. Niveau photographie, je trouve que c'est l'un des plus beaux films de l'année. C'est une peinture, comme je vous l'ai dit, de l'Amérique des années 60. Et le mot peinture est vraiment important parce que c'est vraiment l'impression que t'as, parce qu'il iconise énormément de personnages, énormément de scènes, énormément de décors. C'est le genre de film qui va être excité et on va faire des screens sans arrêt. Enfin bref, c'est un film qui va vraiment être mémorable pour ça. Il y a quelque chose de très naturel et de très authentique qui marche très bien dans ce film. Il faut aussi parler un peu l'écriture des scénarios. Donc c'est évidemment le personnage de De Niro qui fait la narration de l'histoire. C'est un film qui est très drôle. Alors oui, j'en ai pas parlé jusque là, mais c'est un film qui est vraiment hilarant à certains moments. Il est hilarant, mais il est très cru en même temps parce qu'il rigole de choses de gangsters qui sont subjectivement très drôles, je trouve. Mais tout le monde trouve ça drôle, les personnages rigolent à leurs propres blagues et c'est super cool ça. C'est cool quand les personnages comprennent l'humour aussi de la scène. Parce qu'en général, les blagues elles sont faites et personne rigole dans la scène, il y a que le spectateur qui rigole. Et là, t'as plein de scènes où
vraiment tout le monde rigole parce qu'ils font des blagues. Il y a aussi un vrai respect du spectateur, on ne prend jamais par la main, on te fait jamais passer pour un débile en te rappelant des choses. Il y a une subtilité que je trouvais fascinante. Il y a un jeu qui est super intéressant qui est fait sur le mot inquiet, concerned en anglais, et le mot inquiet aura pas du tout une importance capitale, mais ce mot va revenir 2 heures plus tard, et si tu fais le lien entre ces deux scènes, et c'est jamais explicitement dit qu'il faut faire le lien, tu comprends quelque chose d'extrêmement important sur la situation des personnages actuels. Encore une fois, en spoiler, on va vraiment tout expliquer. Il y a aussi un vrai travail sur l'enchaînement des événements, mais je ne peux pas en parler tout de suite. Pour conclure, The Irishman, c'est mon film préféré et de loin de 2019. J'ai été bouleversé, dévasté par ce film. J'ai vu une fresque de l'Amérique incroyable, une fresque d'une vie qui a été menée, mais qui a été brutale, et en même temps qui était une vie de gangster épique. J'ai connu une histoire pleine de retournements, pleine d'action, pleine d'amitié, qui traite de plein de choses différentes, une musique phénoménale. Vraiment, Netflix, ils ont signé leur premier grand chef-d'œuvre. Et Netflix, ils peuvent vraiment se féliciter parce qu'ils ont récupéré l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps et ils lui ont fait faire sûrement, à mes yeux, le meilleur film de sa décennie. Avant de passer en spoiler, on a quand même quelque chose à dire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip dans la description. Vous faites un don ou vous regardez une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. J'aime beaucoup le fait que ce personnage de Frank qui fasse la narration depuis son hospice. Et ce qui est intéressant, c'est que tu penses que le road trip entre Frank et Russell est un road trip qui est fait bien après tous les événements du film. Tu penses que c'est vraiment la conclusion de la vie de gangster de Frank. Et quand tu réalises que ce road trip n'est pas du tout vraiment la fin de sa vie gangster, mais plutôt la fin de la vie de Jimmy Hoffa, tu prends une grosse claque parce que t'attendais vraiment que ce soit la conclusion. Et quand tu découvres que c'est la conclusion d'un arc narratif très précis, bah t'es étonné. T'es étonné parce que t'as l'impression que ces flashbacks sont racontés depuis des années, et au fait le road trip c'est vraiment la conclusion des flashbacks. C'est le problème des flashbacks dans des flashbacks, c'est que tu sais jamais la distance entre le flashback original et le début des autres flashbacks, et là je trouve que ça a été parfaitement maîtrisé, ça m'a étonné, j'étais pas prêt pour la conclusion mais on va en reparler juste après. Le texte, j'ai beaucoup adoré parce qu'à chaque fois que tu voyais le nom de la personne et la date où il est mort, tu as remarqué que quasiment tout le monde mourait à la fin des années 70, début des années 80, pour montrer que ce sera vraiment la fin d'une ère pour beaucoup de personnes. Pour raconter un peu la vie de Frank, on commence tout au début quand il a un petit travail, il deal un peu des steaks à droite à gauche, bon j'explique ça un peu de manière caricaturale, mais tu vois qu'il a une famille, des enfants, qu'il est heureux, et dès qu'il rejoint Russell, tout change, il quitte sa femme, il change de travail, il devient un tueur à gages, il commence à peindre des maisons comme ils disent dans le film. J'adore cette métaphore, je la connaissais pas du tout et j'adore ça. J'adore aussi le fait qu'il y a un texte qui arrive dans le film où il y a marqué justement en anglais en tout cas I heard, ça coupe, you, ça coupe, paint houses. Et c'est une phrase que tu vois en mode texte et tu te demandes à quel moment elle va revenir. Et elle revient la première fois que tu entends le personnage de Al Pacino qui demande justement à De Niro est-ce que tu peins des maisons. Il y a plein de trucs super intelligents comme ça qui te prennent pas pour un con. Et Martin Scorsese il prend jamais ses spectateurs pour un con et c'est génial ça en 2019 d'avoir un film qui est comme ça et subtil. Pareil pour le mot inquiet. Je sais pas si c'est inquiet en français, j'ai vu le film au cinéma il y a une semaine. Ils utilisent en anglais le mot concerned. Et quand t'as ce Whispers qui arrive pour voir De Niro pour lui dire de défoncer une laverie de Cadillac, je crois, il dit je suis inquiet, I'm concerned, et ensuite il dit I'm a bit more than concerned. Et Frank explique que c'est un truc extrêmement important parce que quand quelqu'un dit ça, c'est-à-dire qu'il est vraiment désespéré. Et ensuite, lors de la remise de prix de Frank, Frank va voir Jimmy et lui dit exactement la même chose. C'est là que tu sais, avec le visage de De Niro, parce qu'il n'a vraiment aucune émotion, c'est là que tu sais qu'il est désespéré. Et c'est pour ça que je dis que le jeu d'acteur de De Niro est incroyable, c'est qu'il est vraiment monotone tout le long et à la fin il est juste désespéré, mais tu le vois pas sur son visage parce qu'il montre très très mal ses sentiments, sauf dans le dernier acte où il est juste au bord des larmes. Tu le vois complètement dévasté quand il se rend compte de ce qu'il doit faire à Jimmy, et on va en reparler juste après. L'amitié donc entre Frank et Russell, j'ai adoré voir ce Joey Pesci beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Ce sont vraiment des personnes qui s'aiment et leur road trip je l'ai trouvé vraiment fascinant parce que tu comprends vraiment la relation qu'ils ont eue durant toutes ces années, et je pense que c'est sûrement la scène la plus importante du film, c'est la scène de la remise de prix de Frank. Quand il lui donne la bague, au fait, il lui demande de choisir entre lui et Jimmy. Et De Niro, qui est très touché par ce geste, se rend pas tout de suite compte que c'est le moyen pour Russell de garder Frank de son côté. Le fait de lui donner une bague qui fait de lui un Irishman, c'est juste vraiment un moyen pour garder le contrôle sur Frank et pour pas qu'il fasse un truc débile et qu'il essaie de sauver Jimmy. Parce que Russell, il s'en rend très bien compte. Frank ferait n'importe quoi pour sauver Jimmy. C'est pour ça que c'est une manière très intéressante de le garder un peu dans sa poche et de lui dire voilà, maintenant tu es avec moi et oublie Jimmy. Et cette scène de la récompense de prix est incroyable parce que tu vois les différentes rivalités dans la
pièce, Frank il a un moment incroyable parce que tous ses amis sont là, on lui offre un prix incroyable, il y a une énorme fête, etc. Donc il est extrêmement content et ensuite ça bascule parce qu'il se rend compte de ce qu'il doit faire. Vraiment rien à dire sur l'amitié entre Jimmy et Frank, absolument touchante quand ils se font des câlins, t'as envie de pleurer quand il accepte de venir à sa récompense. Enfin, il y a plein de moments comme ça qui sont super touchants. Et à la fin, justement, quand il voit Al Pacino, la scène dans la voiture, il se rend compte qu'il y a un truc qui est louche. Et De Niro, il a exactement la même expression du visage. Il essaie d'être vraiment neutre parce qu'il sait ce qu'il va faire. Et quand ils arrivent à la maison, bah mon cœur a été complètement brisé parce que j'ai pas compris pourquoi la maison était vide. J'ai pas compris ce qu'il foutait là. Et quand j'ai vu Frank tuer Jimmy, j'étais dévasté. C'est l'une des scènes les plus fortes en émotion que j'ai vues depuis des années et j'étais vraiment sur le cul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, la vie de Frank change complètement. C'est qu'il va en prison, il arrête d'être un gangster. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, pour quelqu'un qui fait la narration du film, le personnage de Frank n'a jamais avoué la vérité aux flics à la fin. Durant tout le film, il ne dit jamais rien et je trouve ça assez paradoxal et intéressant parce que Frank décide de nous la raconter à nous, mais à personne d'autre dans le film. Ni à ses enfants, ni personne. Et c'est là que la thématique de la famille est extrêmement importante, c'est qu'en fait, c'est ses seuls regrets dans sa vie. La thématique du regret aussi est primordiale, mais en fait, il a perdu sa fille Peggy, il a vécu sa vie de gangster sans arrêt et il a complètement oublié sa famille. Donc à la fin, quand il sort de prison et que sa famille se rend compte qu'il n'était pas la personne qu'il disait, même si tout le monde s'en doutait un peu, ça montre vraiment les regrets qu'il a par rapport à sa famille, parce qu'au fait, quand tu seras sur ton lit de mort, tu ne vas pas penser à ta carrière, mais à ta famille. Et quand il est en train de mourir, il se dit merde, j'aurais dû régler ces problèmes avec ma famille. Et il n'a jamais le droit à sa conclusion avec Peggy. Il va sûrement mourir sans jamais revoir Peggy. Et c'est fort et brutal, mais ça montre aussi que tu ne peux pas genre te comporter avec ta famille mal pendant des années et ensuite te faire pardonner. Comme on voit dans beaucoup de films. Là, c'est arrivé, c'est fini, ta famille ne t'aime pas, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de rédemption, c'est terminé. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que pour le coup, il a énormément de regrets par rapport à sa famille, mais il n'a pas de regrets par rapport à la famille des autres gens qu'il a tués. Quand il parle au prêtre, encore une fois, la thématique de la religion, la thématique de l'acceptation de la mort, le prêtre lui demande « Est-ce que tu te sens coupable pour tous les gens que tu as tués et pour toute leur famille ?» Et il dit non, je ne connaissais pas leur famille. Donc tu vois les regrets d'un mec vraiment immoral qui a tué mais sans aucun problème, et de l'autre côté les regrets qu'il a avec sa propre famille. Ça montre vraiment ce personnage. D'ailleurs, l'une des plus belles scènes entre Frank et Jimmy était la scène où Jimmy insulte tout le monde et Frank se casse parce qu'il se sent lui aussi insulté. Et le premier truc que Jimmy fait, c'est sortir de là-bas et aller réconforter Frank en lui disant que je ne parlais pas de toi, je ne t'insultais pas toi. Et ensuite, pour revenir à la thématique de la mort et pour conclure cette critique, pour moi, c'est un peu Martin Scorsese qui prépare aussi sa mort. Comme ce personnage de Frank, il choisit son propre cercueil, il choisit vraiment l'hospice dans lequel il va mourir. Et au fait, c'est vraiment un travail d'acceptation de la mort, de se dire voilà, t'as vécu ta vie à fond, maintenant dirige-toi vers la mort. Et ça ne fait que penser à ces acteurs-là qui sont quand même maintenant assez vieux, qui vont laisser un héritage incroyable, comme justement Martin Scorsese, qui va lui aussi laisser un héritage culturellement impressionnant. Vraiment, là, c'est un travail sur l'acceptation de la mort, avec le prêtre, avec justement ce plan de fin, mais qui est juste incroyable. D'habitude, les plans de fin des films de gangsters de Martin Scorsese sont complètement différents. Là, c'est juste des funérailles. Vraiment, tu vois ce plan de fin, la porte entrouverte, et tu vois juste ce gangster fatigué, terminé par la vie, sur son fauteuil, et qui va pas tarder à mourir, et qui reste même à Noël dans l'hospice. Puissant comme image de fin, et tu ne peux, à mes yeux, que voir Martin Scorsese derrière tout ça. Film incroyable, je ne peux que vous le recommander. Je vais m'arrêter là, je pourrais en parler pendant encore des heures, mais ma mémoire me fait un peu faille. 3h30 de film, c'est difficile de se rappeler de toutes les scènes du film. Je suis sûr que j'ai oublié de parler plein de trucs. Si j'ai oublié d'en parler, je les mettrai évidemment dans le commentaire épinglé comme d'habitude. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip. Vous regardez une publicité ou vous faites un don, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.